Salutations à vous tous qui nous recevez en ce moment chez vous. Mesdames, Messieurs, c'est bien le magazine Carrière qui est lancé en diffusion sur votre chaîne de télévision. Nous allons pendant les 52 prochaines minutes vous aider à construire votre carrière en lui donnant un coup de neuf, mais également vous proposant un coup de pouce qui va vous aider donc à réussir dans votre profession et dans les différents postes que vous occupez. Nous sommes sur l'esplanade du Musée national à Yaoundé où se déroule en ce moment le Salon international du livre. C'est d'ici que nous déroulons cette édition de votre magazine, dont voici d'abord en image le sommaire. Bienvenue dans votre magazine Carrière. Découvrez la nouvelle pépite du mix martial art, MMA. Francis Xavier Nganou, passionné des sports de combat, s'est hissé au sommet de son art en un temps record. Ce lion indomptable en cage se dévoile dans notre rubrique Success Story. Lui aussi aurait pu être un champion de la boxe, mais il préfère des coups de gueule aux coups de poing. Figure emblématique de la musique camerounaise, Crotal se donne désormais pour mission de mettre en valeur des talents tapis dans l'ombre, et c'est à travers les studios Nabot Production dont il tient les rênes. Et puisqu'on parle de muscles, le métier que nous vous présentons ce mois consiste en sa remise en forme. Il s'agit du kinésithérapeute, dont l'une des fonctions principales est d'assouplir ou de renforcer le muscle quand celui-ci est en perte de capacité. C'est tout pour le sommaire. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Commençons cette émission en allant à la découverte d'un label de production musicale, une entreprise baptisée Ndabot Production qui est donc l'œuvre de Crotal, jeune et célèbre musicien camerounais que nous connaissons tous. Il se donne pour mission d'identifier des jeunes Camerounais qui ont du talent et leur donner la possibilité de produire aussi un album. Nous sommes allés visiter pour vous le studio Ndabot Production que nous vous invitons à regarder maintenant dans la rubrique Initiative. Bonjour, bienvenue à l'équipe de Carrière. Vous êtes chez Crotal dans les locaux de Ndabot Prod. Crotal, artiste, musicien, ingénieur du son, producteur d'édition musicale. Bienvenue dans le label Ndabot Prod, je vais vous faire visiter mes locaux. Venez. Alors là, vous avez Jaël, beatmaker, artiste signé chez Ndabot Prod, artiste musicien. Là, vous avez Monsieur Rodi Ekwa, batteur du groupe Makaz. Et là, vous avez Pat Le Reflet, rappeur, hip-hop, auteur-compositeur, signé chez Ndabot Prod. Bienvenue dans mon monde. Nous avons créé, avec un aîné à moi, Monsieur Louis-Marie Tsungi, en 1997, le premier label de production uniquement orienté musique urbaine du Cameroun, entièrement numérique. Donc à l'époque, le label s'appelait Blue Moon Records qui par la suite est devenu Mapan Records. Après l'épopée de Mapan, pour la plupart des aficionados du hip-hop, tout le monde sait ce que nous avons eu à faire. Avant Mapan, nous avons fait Racine, Négrissime, Mapan Records a fait Accent Grave, Yaoundé pour la planète. Mon album à moi, Crotal, en 2003, Vert ou Jaune.
2004, nous avons fait la compilation Camer Connexion. 2005, nous avons sorti l'album d'un vieux musicien qui s'appelle Funkis. 2006, nous avons fait le deuxième album d'Accent Grave, volume 1 et volume 2, du fond de l'Afrique au fond du cœur. Ensuite, je pars du label Mapan pour créer Ndabot Prod, où nous sommes aujourd'hui. Ndabot Prod, en fait, c'est un studio d'enregistrement, 2 salles de répétition. Pour l'instant, il n'en existe qu'une seule. Une cabine d'enregistrement, une capacité de pouvoir enregistrer du live, parce que ça a pas mal disparu des studios camerounais depuis assez longtemps. Et les objectifs du label de production Ndabot, c'était de mettre à la disposition de tous les artistes musiciens camerounais du matériel de qualité, en fait créer un hub où on pourrait se concentrer uniquement sur la musique et pas débattre sur des questions de matériel comme c'est très souvent le cas par rapport à ceux qui viennent de l'espace et ceux qui viennent d'ailleurs, quoi. Effectivement qu'il y a pas mal de producteurs au Cameroun. Il y a pas mal de studios, mais pourquoi les mêmes questions reviennent toujours? Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de qualité? Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de mauvais mixage? Pourquoi est-ce que pour voir une console SSL, on doit aller aux États-Unis ou en France? C'est-à-dire, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est qu'au Cameroun, il n'y a personne qui a les moyens de poser ce genre de structure de production. Moi, je dis non. C'est pas normal. Pourquoi est-ce que pour voir un microphone Neumann, on doit aller uniquement chez le grand frère Christian Guini ou aller chez Notabou à Douala? Pourquoi? Ou alors pourquoi est-ce qu'il n'y a que 4 ou 5 endroits dans tout le Cameroun où on peut enregistrer de façon décente? Pourquoi? Avec justement tous ces producteurs et tous ces studios d'enregistrement. Pourquoi? Pourquoi? Djebodie, Djebodie, abonama mio, Djebodie, dilana mundi moi suniton dino. La particularité de Ndabot, justement, elle est là. C'est que c'est 7 ans d'économie sur les cachets des tournées, 7 ans à parquer du matériel aux 4 coins du monde, 7 ans à essayer de poursuivre un rêve où on se dit, voilà, si les autres n'ont pas pu le faire, nous, on va y arriver. Quel que soit le temps que ça prendra, on mettra du matériel décent, de qualité, une plateforme décente, des micros décents pour être réellement au même niveau en termes de qualité, de conversion et tout le tralala de mix et de mastering que tout ce qui se fait à l'étranger. Parce que ce qui se fait là-bas, ils font pas la magie. Si on a les mêmes infrastructures et le même matériel ici, on fait même mieux qu'eux. Ndabot, depuis 2007, a produit Crotal. C'est-à-dire Ndabot a produit le maxi-single La BO de No Life, puis l'album La BO de No Life en 2011, puis en 2014 sur les plateformes numériques, Ndabot Prod a mis à la disposition du public une succession de maxi-singles de 6 titres qui s'appelle Cœur de Lion, Peau de Panthère. Maintenant, entre-temps, Ndabot Prod a signé des artistes, à savoir Abracadabra, chanteur, Pat le Reflet, Darix, qui est un ancien membre du groupe Accent Grave, Jaël qui est là. Les difficultés qu'on rencontre peuvent être, comme on dit, très terre à terre. Ça peut être des difficultés financières, parce qu'aujourd'hui, pour emmener un produit sur le marché, au-delà de la communication, c'est-à-dire médias, le plan média, affichage, flyers, stickers et autres, aujourd'hui on s'est rendu compte par exemple qu'on n'écoute plus la musique, on regarde la musique. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un produit d'à peu près 10 titres, il faudrait prévoir au moins
4 bons vidéogrammes à 5 bons vidéogrammes. Comment te convaincre? Les questions n'arrêtent pas de m'opposer. Je te dis toute la vérité. Si on attendait quelque chose de l'État, on ne ferait plus rien. On ne ferait plus rien. Le Cameroun est le seul endroit où j'ai vu les gens impliquer le ministère de la Culture dans tout ce qu'ils font. Construis d'abord, crée quelque chose, pose des bases. Après, maintenant, en tant qu'institution, tu fais appel à l'État parce que l'État demeure le bastion, le siège des institutions. Mais l'État n'est pas là pour acheter des studios d'enregistrement aux producteurs, pour acheter des caméras aux caméramans, pour donner de l'argent aux artistes pour qu'on produise des albums. Excusez-moi, hein, mais moi, je ne pense pas. Oui, j'ai fait une piste stéréo des deux. J'ai exporté, donc ça respecte. Oui, avec les j'ai pas touché tes panneaux, rien. Rien. Alors, avec les... Ouais. Les institutions bancaires sont, pour moi, excusez-moi, je n'ai aucun respect pour elles. Parce qu'au Cameroun, on ne fait aucun prêt à long terme. Par conséquent, en termes de développement, quand on parle de finances, quand on parle de projection, d'avenir, quand on parle de développement sur la durée, s'il n'y a pas de prêt à long terme, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. J'ai la prétention, en tant que producteur, d'emmener sur le marché local et international un nouveau produit qui s'appelle Abracadabra, un artiste qui est signé chez moi. Un deuxième artiste hip-hop pour marquer le temps quand même, qui s'appelle Pat Le Reflet. À l'époque, il part d'un projet de groupe qui finalement est arrivé sur sa seule personne. Ça peut arriver. Il y a Darix, qui est un ancien membre d'Accent Grave. Si je suis avare, j'ai tellement subi de déboires que réussir pour moi est devenu un devoir. Je revois. À travers Nabot Prod, j'aimerais aussi emmener ma pierre à l'édifice dans l'événementiel en créant 1 ou 2 événements par an. Il faut être animé par la passion, c'est hyper important. Il faut être conscient que ce que nous faisons, c'est un métier, que ce soit artiste, auteur-compositeur, interprète, après technicien, c'est-à-dire ingénieur du son, après producteur et éditeur. Maintenant, le souci est de garder la passion, le souci est d'y croire et surtout de bien faire. Ça veut dire s'imprégner des règles du métier qu'on a la prétention de faire. Savoir comment ça fonctionne localement, savoir comment ça fonctionne internationalement pour pouvoir espérer être au niveau. Maintenant, dans le métier que nous faisons, en général, je déconseille aux gens de rêver. Espérer, c'est mieux. Nous sommes toujours au musée national et c'est maintenant la découverte d'un métier nouveau pour certains d'entre vous, mais de plus en plus pratiqué au Cameroun. Il s'agit du kinésithérapeute, un spécialiste paramédical qui est mis à contribution pour redonner du punch à notre corps lorsqu'il est un petit peu abîmé. Comment s'exerce ce métier? Comment se former? Mais également, peut-on s'y épanouir? Voyons toutes ces réponses avec Melchior Soudou. Il est un professionnel épanoui de la kinésithérapie. Il nous en parle dans la rubrique Métier de carrière. Bonjour madame. Bonjour monsieur le kiné. Comment vous allez? Pas très bien. Bon, ça va aller, on va continuer. La kinésithérapie est définie communément comme étant le traitement par les mouvements. Ça, c'est la définition étymologique. Kiné, qui veut dire mouvement, et thérapie, qui veut dire traitement. Mais aujourd'hui, la science a évolué un tout petit peu et est entrée dans vraiment la prise en charge de la gestuelle humaine. Et elle associe d'autres techniques de physiothérapie. Physiothérapie, entendez l'utilisation des agents physiques pour soigner. Car le terme kinésithérapie veut aussi dire physiothérapie chez les anglo-saxons.
presque tous ceux qui sont malades peuvent consulter un kinésithérapeute. Maintenant, tout dépend de l'affection et de la durée de cette affection. Sinon, communément, le kinésithérapeute est présent dans les affections rhumatismales, comme les lombalgies, les cervicalgies, tout ce qui concerne le rachis, tout ce qui concerne les articulations au niveau des membres supérieurs, les membres inférieurs. Le kinésithérapeute est efficace pour pouvoir soulager le patient après qu'il ait vu un médecin. Une journée de travail d'un kinésithérapeute, il reçoit ses patients qui viennent la plupart du temps pour des affections diverses, mais actuellement nous avons une prépondérance des rachialgies, c'est-à-dire des affections qui concernent la colonne vertébrale, comme ce que vous voyez faire. C'est un monsieur qui a une lombosciatalgie, c'est-à-dire une douleur lombaire qui s'irradie dans ses membres inférieurs. Après ces affections, nous avons les affections qui concernent les affections vasculaires, c'est-à-dire essentiellement les séquelles de l'hémiplégie. Donc nous soyons ces patients qui sont hémiparétiques, c'est-à-dire qui ont une certaine difficulté à mouvoir un côté de leur corps. Bon, mais en dehors de tout ça, nous travaillons aussi dans la prévention des douleurs au niveau articulaire et au niveau rachidien. Il faut déjà avoir fait un bac scientifique, il faut avoir fait un bac C ou D pour pouvoir aspirer à faire de la kinésithérapie, parce que nous sommes vraiment dans de la science biomédicale pure. C'est une discipline paramédicale, mais il faut avoir les aptitudes pour pouvoir le faire. Et après un bac D ou C, vous pouvez faire le concours et entrer dans une école pour suivre votre formation qui durera au moins 3 ans. Depuis environ 10 ans, vraiment le métier est en train de faire son bonhomme de chemin, son petit bonhomme de chemin. Donc il y a plusieurs écoles, il y en a à Yaoundé et des universités qui forment dans ce domaine. Le coût de la formation diffère des écoles ou des universités, mais la plus petite école coûte au moins 450 000 l'année en termes de pension. La qualité d'un bon kinésithérapeute, c'est comme tout agent de santé. Il doit être suffisamment à l'écoute, attentif, prêt à écouter son patient pour pouvoir déceler tout ce qu'il a. Et c'est la première qualité. Et chez nous, il y a une autre qualité qui s'ajoute à ça, c'est le sens de l'observation. Le kinésithérapeute, dès qu'il voit quelqu'un ne se laisse parfois marcher simplement en route ou s'asseoir d'une certaine façon, le kinésithérapeute observe beaucoup. À partir de l'observation, nous décelons beaucoup de symptômes, nous décelons les maux ou bien les causes qui peuvent amener aux différentes douleurs chez nos patients. Donc, le maître mot chez un kinésithérapeute, c'est celui qui sait écouter et qui sait observer son patient. Dans notre contexte, il y a beaucoup de contraintes. Déjà, il faut être prêt à travailler dans les conditions les plus minables parfois, parce qu'on se retrouve dans les conditions où il n'y a pas de matériel. Et nous, la spécificité de notre métier est que nous travaillons à 75% avec nos mains. Donc, on peut travailler n'importe où. Parfois, les conditions que nous offrent les centres hospitaliers sont vraiment exécrables, mais on essaye de s'adapter pour pouvoir satisfaire les malades. Le premier avantage qu'il y a dans la kinésithérapie est de voir nos patients être soulagés en les soignant uniquement avec nos mains. Parce que nous utilisons très peu de médicaments en kinésithérapie. Vraiment, ça peut être considéré même comme l'opposé du traitement médicamenteux. Ça, c'est une grosse satisfaction pour nous. Bon, maintenant, après, dans tout métier, tout travail mérite un salaire. Nous bénéficions aussi de ces avantages-là financiers. Une kinésithérapeute à la fonction publique ne gagne pas grand-chose. Le salaire net d'un kiné tourne autour de 100 000 francs.
Bon, maintenant, avec l'ancienneté, il y a d'autres avantages qui peuvent s'ajouter. Mais en clientèle privée, si vous avez beaucoup de clients, on peut parler de clients ou de patients, si vous avez beaucoup de patients, vous pouvez atteindre ces montants de 500 000 ou un peu plus. Eh bien, si on veut devenir riche, la kiné n'est pas le métier indiqué pour avoir des milliards. Le premier matériel du kinésithérapeute, c'est nos mains. Ce sont vraiment nos mains qui constituent notre premier matériel et indispensable matériel à un kiné. Mais après ça, on a besoin d'un gros matériel, parfois que nous n'avons pas à cause du coût. Donc, on se débrouille à faire avec ce qu'on a dans nos cabinets ou dans nos centres hospitaliers. Aujourd'hui, on peut continuer, faire un master, faire sa thèse en kinésithérapie. On peut enseigner dans le système universitaire avec son diplôme. Il y a plusieurs passerelles qu'on peut emprunter après pour servir à plein d'autres choses et ne pas être forcément coincé dans le métier. Maintenant, si on reste dans le métier pur, il y a plusieurs de nos collègues, plusieurs kinés qui peuvent aller se spécialiser dans un domaine ou dans un autre pour être par exemple spécialiste des maladies respiratoires, spécialiste du dos, spécialiste du genou et vraiment travailler dans un domaine pointu. Comme conseil, pour tous ceux qui aspirent à devenir kinésithérapeute, il faut déjà faire un baccalauréat scientifique. Et deuxièmement, il faut avoir une certaine force physique. C'est vrai que la kiné, ce n'est pas la force, c'est beaucoup plus la technique, mais il faut avoir une certaine force physique pour pouvoir le faire. Et aussi accepter être encadré jusqu'au moment où vous obtenez vraiment toutes les aptitudes pour pouvoir soigner vos patients. Place à présent à notre invité de la rubrique Success Story. C'est un poids lourd de la Mixed Martial Art Factory. Ce combattant dans les cages a réussi à éliminer ses adversaires avec des coups de poing, une aisance que l'on ne peut pas décrire ici. Aujourd'hui, il est baptisé par le magazine Le Point comme un colosse parmi les titans, vu les nombreuses victoires remportées dans les combats. Francis Xavier Nganou, de passage à Yaoundé ici au Cameroun, nous a accordé un entretien. Voici son portrait dans la rubrique Success Story. Je m'appelle Francis Xavier Nganou, j'ai 29 ans, bientôt 30, je suis combattant du MMA. J'habite à Paris, je m'entraîne au MMA Factory et je suis actuellement combattant de l'UFC. J'évolue dans la catégorie des poids lourds. Je suis camerounais d'origine, né à Batié, grandi un peu entre Batié, Yaoundé et Douala. J'ai 3 frères et une sœur, je suis le deuxième d'une famille de 5 enfants. Mon enfance auquel je me souviens le plus, ça a été à Yaoundé. Et après le divorce de mes parents, je suis allé je suis rentré à Batié, après à Douala. Quand j'étais même grosse sur Francis, il était toujours agité dans le ventre. Je ne parvenais même pas à dormir. Et quand je partais même à l'hôpital, on me demandait toujours de faire la radio chaque temps. Le jour qu'on l'avait accouché, il était gros, donc même ses vêtements ne peuvent même pas entrer sur lui. L'école primaire, je l'ai fait entre-temps, de gauche à droite. J'ai commencé à Yaoundé, j'ai fait à Batié et même à Boya, chez ma tante. Après le divorce de mes parents, nous sommes éparpillés. J'ai commencé la maternelle ici jusqu'au cours préparatoire. J'ai fini le cours préparatoire à Boya.
Et jusqu'au cours élémentaire 2, j'étais à Boya, je suis revenu à Batié, j'ai fini mon primaire là-bas. J'ai fait tout mon secondaire à Batié, au collège là-bas et jusqu'au CAP. Et ici à Yaoundé, au CETIC de Sam, j'ai commencé la seconde, mais faute de moyens, j'ai dû abandonner parce que c'était pas évident pour moi tout seul. Francis, c'est un grand frère, vraiment, il est adorable. Très, très adorable. Et puis, ce qui me plaît sur lui, c'est que c'est un travailleur. Il a toujours travaillé dur pour réussir. Depuis tout petit, il n'a jamais été brutal, bagarré, malgré toute sa force. Il n'a jamais bagarré. Jamais, à part, peut-être avec un ami, et juste, il se défendait juste. Mais elle dit que provoquer quelqu'un ou bien barrer parce qu'il se sent, il a la force et puis non. Je l'avais interdit, les bagarres. Je l'avais complètement. Et comme il était obéissant là, il ne pouvait pas. J'ai passé une partie de mon enfance à l'Omnisport et j'ai toujours vu le stade annexe à côté. On allait là-bas voir des joueurs jouer, même au stade pour voir des basketteurs jouer. Et aujourd'hui, quand je vois cet endroit, ça me ravive un peu les souvenirs. Le palais des sports, honnêtement, c'est vrai que c'est très récent, mais j'étais encore ici quand ça a été construit. Mais j'aimerais bien peut-être un jour à l'occasion, je ne sais pas quelle occasion, peut-être combattre là-bas, combattre sur mes terres, ça serait un immense plaisir. Je suis en vacances, je ne m'entraîne pas, je ne fous rien, je mange, je visite, je vois les gens, je vois la ville à nouveau, ça me plaît. Mais sur ce point, ça n'empêche que j'ai pris la peine de visiter un peu les salles de sport, les endroits pour s'entraîner. Et c'est vraiment regrettable qu'un grand pays comme le nôtre avait autant de sportifs, qu'on n'ait pas assez de structures pour s'entraîner. Sinon, des boxeurs, quant à eux-mêmes, malgré les conditions, ils se donnent et ils obtiennent des beaux résultats. Et c'est ça que j'apprécie le plus, cet acharnement, malgré les conditions défavorables, cet acharnement que nos sportifs se donnent pour réussir. Mon parcours professionnel démarre bien sûr en 2008, après de longues années d'inactivité, d'envie de faire le sport et que je n'avais pas toujours eu l'occasion. C'est en 2008 que je me décide de tout laisser pour vraiment aller vers ma passion. J'avais un petit travail qui n'était pas grand-chose, mais qui me permettait quand même de survivre. Et j'ai dû lâcher tout ça pour m'investir dans la bourse parce que c'était vraiment une passion. Et qu'au bout d'un certain moment, je me suis dit c'était pas possible de rester comme ça et de voir son rêve mourir. J'avais 22 ans en 2008 et c'était très compliqué. Je faisais déjà plus de 100 kilos et c'était très compliqué de suivre le mouvement, le physique, tout ça. Mais je tenais le coup, ça me plaisait quoi. Pour tout vous dire, je n'étais pas très surpris. Parce que c'était son rêve depuis tout petit. Et puis, peut-être ce sont les membres de la famille qui étaient un peu ignorants sur ce sujet. Mais moi, je savais parce qu'on habitait ensemble à Douala. Et puis, il partait déjà dans les clubs. À Douala même, il avait déjà des gants de boxe, les shorts, en fait, les accessoires de boxe. Il avait déjà tout ça. Donc, il partait dans un club là-bas à Nubel, juste derrière la mairie de Douala 2e. Oui, il partait là-bas faire ses entraînements. Et comme il avait toujours le rêve de voyager,
Malgré les moyens, il n'avait pas les moyens. Il s'est lancé en aventure. J'étais un petit bon garçon. Sa bonne passion a été toujours la boxe. J'ai fait justement 4 ans dans le magasin tissu avec lui. Et toutefois, comme accoutumé, le travail commence chez moi à 7h30 pour finir à 17h. Mais toujours est-il, il me demandait un moratoire qui devrait peut-être rentrer un peu plus tôt pour aller faire ses entraînements. Bon, je le lui ai toujours accordé. Personne n'était au courant, même sa maman n'était pas au courant. J'étais la seule à être au courant de son départ. La seule. Bon, peut-être il m'a même dit parce qu'il avait son agent et il voulait confier à quelqu'un de confiance. Et puis il s'est senti peut-être obligé de me dire, il m'a donné son argent, que bon, quand j'aurai besoin, je vais t'appeler. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, il m'appelait, quand il est bloqué, il m'appelle. Envoie-moi 50 000, je fais un transfert de 50 000, envoie-moi. Au fur et à mesure. J'ai fait mes premiers pas de sport de combat en général au centre de jeunesse à Douala, à Nubel. C'est là où j'ai commencé la boxe et c'est là où j'ai pratiqué la boxe. J'en ai pratiqué un peu plus d'1 an avant d'être stoppé entre-temps par la maladie et tous mes problèmes de vie. Mais j'ai repris plus tard, mais c'était à Paris et c'est là où je me suis converti au MMA. Et puis après son départ, la mère était au courant peut-être 3 semaines même plus tard. Parce qu'il m'a dit, ne dis à personne. Quand il est parti, j'ai seulement mis dans la prière. Il n'y avait que la prière. La prière, la prière. Que Dieu lui prête longue vie et très bonne chance. C'est encourageant. C'est en 2013 que j'arrive à Paris. C'était pas très évident, c'était pas très facile, surtout que j'étais seul, je n'avais pas de soutien, je n'avais pas quelqu'un qui me mettait la main et c'était un peu compliqué. Mais entre-temps, j'ai fait la rencontre de certains amis dans une salle de boxe, bien sûr. Et eux, ils m'ont conseillé d'essayer le MMA. Et à cette époque, moi, je ne connaissais même pas le MMA. Et moi, ça ne me tentait pas vraiment. Mon truc, c'était vraiment la boxe. Ce n'était que pas la boxe anglaise, car ce n'était pas ça que je jurais. Et les choses sont allées un peu très vite. Je me suis retrouvé en train de vouloir essayer le MMA. J'ai aimé, je me suis mis, mais jusque-là, j'avais toujours l'intention de persévérer en boxe anglaise. Mais du côté du MMA, les choses sont allées très vite et ma réussite a été très, très rapide. Alors, j'ai accepté, je me suis résigné à rester au MMA. C'est en été 2013 que je me mets au MMA. J'ai fait mon premier combat de MMA en novembre 2013, mais même à cette époque, c'était juste une expérience que je faisais. Parce qu'en novembre 2013, ça ne faisait que 4 mois que je pratiquais le MMA. Alors pour moi, c'était juste une façon de voir comment les choses se passent dans le milieu. Je voulais voir les choses en profondeur. Et c'est comme ça que ça part de fil en aiguille jusqu'au 5 août 2015 dont j'ai signé à l'UFC. Francis qui débute très agressivement. La guillotine alors que... Le 19 décembre 2015 reste la date de mon premier combat à l'UFC. C'était à Orlando, aux États-Unis. Et j'ai fait plutôt une très bonne entrée, une entrée qui m'a
qui m'a redonné la force pour l'avenir, qui m'a fait me sentir bien dans ce sport. Et c'est comme ça que les choses ont continué. Après, le 10 avril passé, j'ai eu mon deuxième combat, c'était à Zagreb, en Croatie, et j'ai encore gagné, toujours avant la limite. Le premier combat, qui était le 19 décembre, j'avais gagné par KO. Et le deuxième, j'ai gagné par arrêt du médecin. Ce qui m'a amené là-dedans, c'est qu'à la base, je faisais un peu de la boxe et il y a des gens autour qui ont beaucoup poussé, qui ont dit que j'avais du potentiel, que je devais... Je voulais pas quoi, mais ils m'ont dit qu'il fallait essayer. Tu perds rien, il faut essayer. Voilà, je me suis retrouvé dedans. Every breath you take, every move you make. Jusqu'ici, mes combats se jouent un peu au niveau mental, la façon de gérer mes émotions, le stress, tout ça. Ah ouais, parce que vu que j'ai pas beaucoup fait les sports de combat et du coup, je me prépare et sur le ring, je réalise que c'est un peu différent quoi. Et là, il faut adopter, il faut vraiment être ferme, il ne faut pas trébucher parce qu'à la moindre erreur, c'est chaotique, c'est une défaite. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart is. Mon objectif n'était pas de venir gagner un combat, c'était de gagner 2 combats. Alors le premier combat fut pour moi comme la fin d'un round et que l'autre round allait suivre. Every smile you feel. Gagner un combat par KO, ça donne une fierté à un combattant parce que le temps du combat, c'est comme un temps qui vous est donné pour accomplir une tâche. Alors que vous accomplissez cette tâche avant le temps qui a été estimé pour gagner le combat, c'est plutôt formidable. Alors on aime bien gagner le combat par KO, même que ce ne soit pas évident, on aime bien gagner par KO. Concernant le deuxième combat, bon, c'était face à Nicolas. Et lui, il a bien combattu aussi. Bon, après, j'ai gagné par soumission. Juste parce que les gens ils se disent que je suis boxeur et je ne peux pas travailler au sol. Et ceci fait que j'oublie la boxe et je me donne carrément au sol. Vu que je me suis vraiment préparé pour ce combat et je ne pouvais pas accepter la défaite, pas aujourd'hui quoi. Ouais, pas aujourd'hui parce que j'ai déjà eu à perdre une ceinture dans certaines conditions et voilà, j'ai pas beaucoup aimé ça. Ça m'a mis dans un mauvais état. Je n'aurais pas aimé revivre cet état. Gagner le combat par arrêt du médecin, c'est un chaos technique. Mais la différence, c'est que le chaos, c'est l'arrêt du médecin, c'est quand le médecin il décide que l'adversaire ne peut pas continuer. Pourquoi? Parce que ça risque de porter atteinte à son intégrité physique, voire même morale. Alors en ce moment, le médecin a le pouvoir d'arrêter le combat. Il dit que ce combattant, il n'est plus apte de pouvoir continuer le combat. Alors en ce moment, puisque c'est vous qui l'avez mis dans cet état, vous l'avez gagné. 118 kg, Francis the Predator Ngannou. La différence entre le MMA et la boxe, c'est que le MMA, c'est un sport qui regroupe beaucoup de sports de combat. Entre autres, la boxe en elle-même, je veux dire la boxe anglaise, la boxe pied-point, le judo, la lutte, le grappling, le jujutsu et tout autre sport qui consiste à affronter un individu qui est nommé l'adversaire. Pour enfin être compétent au MMA, il faut
automatiquement avoir des compétences dans d'autres disciplines. Sinon, on ne peut pas s'en tenir qu'à la boxe, parce que la boxe, c'est une seule phase des 3 phases qui consiste le MMA. Parce que le MMA a 3 phases, qui est le corps à corps, le face à face, le corps à corps qui est la saisie, et maintenant la phase du sol. La récompense que j'ai eue en tant que combattant, puisque ça fait pas très longtemps que je me suis mis au MMA, il y a à peine 3 ans déjà. Alors entre-temps, j'ai eu la ceinture du 100% fight en France, la catégorie pour la ceinture des moins de 120 kilos. J'étais champion et quelques temps plus tard, je me suis retrouvé à l'UFC et mes 2 premiers combats à l'UFC se sont soldés par 2 magnifiques victoires. S'il faut dire quelque chose à des jeunes qui aimeraient pratiquer ce sport à haut niveau, c'est la même chose que je dirais à quelqu'un qui aimerait être mécanicien ou électricien. C'est d'y croire en ce qu'on veut, d'être bien fixé, être déterminé, parce que quoi que l'on veut faire dans la vie, il y a toujours des obstacles qui vont se trouver en chemin. Maintenant, notre réussite dépend de notre capacité de se relever, de franchir les obstacles et de continuer. Sinon, ça ne vaut pas la peine. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Francis Xavier Ngannou. C'est un combattant de la MMA. Ensemble, nous allons revisiter son parcours. On va commencer par dire, Monsieur Francis Xavier Ngannou, quelles sont les leçons à retenir de votre riche parcours? Vous êtes parti de votre bâtiment natal. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans un sport qui vous met au sommet de cette activité-là. Vous êtes l'un des meilleurs et vous avez récemment encore gagné des combats par KO, qui est une très grande satisfaction pour un combattant comme vous. Les leçons dont je retiens pour mon parcours, que je retiens dans ma carrière, c'est juste croire, être déterminé et ne pas abandonner quand c'est difficile, parce que j'ai connu des moments très difficiles pendant ma carrière, des moments auxquels je me suis mis en question. Je me suis demandé à savoir si c'était la bonne décision, parce que vu les difficultés, c'est clair que c'était un peu flou l'avenir. Mais j'ai cru, je me suis acharné, avec ma détermination et ma foi, je suis arrivé à quelque chose finalement. Aujourd'hui, vous souhaitez également donner de l'opportunité à ces jeunes qui eux aussi souhaitent se lancer dans ce genre de pratique, dans ce genre de sport. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? De mon jeune âge, j'ai toujours eu envie de faire du sport, mais je n'ai pas pu jusqu'à mes 22 ans. Alors, j'ai eu l'idée de faire un petit truc pour peut-être une salle de sport dans mon village pour donner la possibilité aux enfants que peut-être comme moi qui ont envie de faire quelque chose dans les sports de combat et qui ont cette passion à eux, parce que j'imagine que si un enfant a cette passion, si sur tous ces enfants il y en a 1 ou 2 qui ont cette passion que moi j'avais en moi à cette époque, ça vaut le coup peut-être de créer une salle et de leur donner la structure et les moyens nécessaires, au fait, du moins ce que je peux pour qu'ils se lancent aussi. Alors c'est mon plus grand projet en ce moment. Quel est le conseil que vous donnez à ces jeunes personnes qui nous regardent ce soir et qui souhaitent réussir une carrière de combattant, peut-être pas arriver à la MMA forcément, mais quand même avoir une belle carrière, réussir dans ce qu'ils entreprennent? Le conseil que je peux donner aux jeunes qui entreprennent quelque chose et qui souhaitent vraiment réussir, ça ne peut être que la détermination, d'avoir confiance en eux, de croire en eux, parce que parfois on a des projets, on a des rêves et on est peut-être entouré d'esprits négatifs. Alors si on suit ces esprits, si on suit ces gens qui sont pleins de négativité, on va peut-être abandonner le projet, on ne va pas suivre. C'est toujours important de se suivre, de suivre son idée, de suivre son rêve, ses ambitions. Peut-être qu'à la fin, ça ne va pas réussir, mais du moins qu'on vit sans culpabilité, qu'on se dit, ok, que je n'ai pas réussi, mais au moins j'ai fait ce que j'aurais pu faire pour réussir. Alors là, à partir du moment où on vit
l'échec avait l'absence de culpabilité, elle est moins grave. C'est ce qui est plus pire, c'est de vivre l'échec avec la culpabilité, parce que la culpabilité en elle-même, elle est plus douloureuse que l'échec. Merci Francis Xavier Nganou d'avoir répondu aux questions de carrière. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre carrière, beaucoup de succès, beaucoup de combats remportés par KO ou par arrêt du médecin. Et plus particulièrement la ceinture de l'UFC, qui sera pour très bien. Bonne continuation. Merci à vous et merci à toute l'équipe de carrière pour m'avoir reçu. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Donnons un coup de pouce à ceux qui sont candidats à un emploi ou en recherche d'une nouvelle position en entreprise. Lorsque vous devez passer un entretien d'embauche, il y a 7 erreurs à ne pas commettre selon notre expert. Benjamin Wall nous donne des conseils et astuces dans la rubrique coaching sur ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on a un entretien d'embauche. Bonsoir, heureux d'être parmi vous ce soir pour vous parler d'un sujet assez important qui concerne la carrière à laquelle la plupart des personnes aspirent, l'entretien d'embauche. Nous allons aborder l'entretien d'embauche de façon inhabituelle. Je vais vous parler plutôt de ce qu'on ne doit pas faire et non pas de ce qu'il faut faire pour avoir un bon entretien. Alors l'entretien d'embauche est comme un plat qu'on prépare. Il faut des ingrédients, il faut respecter le temps de cuisson, et il faut faire attention à ne pas brûler les repas. Mettre la juste mesure de sel, par exemple, pour être sûr que nos réponses ne sont pas insipides et qu'il y a une chance que l'on se souvienne de nous une fois que l'entretien est terminé. Donc, nous allons parler d'une série de pistes à éviter pour faire de nos entretiens d'embauche des plats digestes et qui permettent de séduire nos hôtes. Le premier élément que je voudrais évoquer avec vous, dans la réussite d'un entretien, c'est le retard. Toute cuisinière qui se respecte sait que le temps de préparation est primordial et il doit être respecté. Alors, arriver en retard est quelque chose de très préjudiciable. Nous devons nous rassurer d'être à l'heure, de respecter le temps. Et généralement, le conseil que je donne, c'est d'arriver un peu avant, disons 10 à 15 minutes avant. Le deuxième élément, c'est un élément très crucial que nous négligeons d'habitude, c'est le vêtement. Je le mets en caractère spécifique parce que nous devons nous rassurer que nous avons un style vestimentaire qui n'est pas négligé et qui est approprié à l'emploi. Un plat, aussi savoureux soit-il, s'il est mal présenté, ne donne pas envie de le déguster. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est d'être trop sûr de soi, d'être arrogant. L'arrogance est quelque chose de très préjudiciable. C'est vrai que vous avez mis tous les ingrédients, mais faites attention à ne pas trop vanter votre plat. Laissez plutôt votre hôte l'apprécier et à la fin, jugez si vous êtes un bon cuisinier ou pas. Une autre erreur, c'est le stress. Être stressé ne sert à rien. Vous êtes un bon cuisinier ou vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave. Il faut vous rassurer que vous avez mis tous les ingrédients dans la sauce, dans l'ondolé que vous êtes en train de préparer et alors votre interlocuteur et votre hôte l'appréciera. Une autre erreur, qui est la cinquième, que je voudrais partager avec vous, c'est éviter de raconter sa vie. Alors, faites attention à ce que vos hôtes se concentrent sur le repas et non pas sur votre vie. Ce que vous avez fait avant de préparer votre ndolé, ce que vous avez fait pendant le temps de préparation et après, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est votre ndolé. À moins qu'ils ne vous y invitent, n'en parlez pas. La sixième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas connaître l'entreprise qui vous invite. Alors, l'entreprise qui vous invite est celle qui vous séduit. Alors, elle veut savoir que vous maîtrisez d'où elle vient et ce qu'elle fait.
Quel gâchis après avoir préparé un bon repas de ne pas être en mesure de donner l'origine de votre plat et ses composants. Et enfin, l'erreur, la dernière, c'est d'aborder la rémunération trop tôt. Alors, la question du salaire doit être évoquée à la fin. Faites attention de ne pas l'évoquer trop tôt. Ne mettez pas le cube très tôt dans la sauce. Le ndolé, on met le cube à la fin. Je pense que lorsqu'on a bien fait son ndolé, qu'on a goûté et qu'on s'est rendu compte qu'il n'est pas assez salé, on peut donc mettre le cube. Et c'est ainsi qu'il faut traiter la rémunération. L'idée n'est donc pas d'avoir des réponses toutes faites, préparées, répétées de manière laconique, mais d'être sûr que nous avons mis tous les ingrédients dans notre sauce afin de flatter le palais du gourmet avide du candidat idéal qu'est notre interlocuteur. Alors je voudrais nous inviter à être de bons cuisiniers, à être de bons cuistots afin que nos interlocuteurs voient en nous le cuisinier idéal pour sa cuisine. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous souhaite d'être de bons candidats. Je vous souhaite d'éviter les 7 erreurs que nous venons de voir. Merci de votre attention et à la prochaine. Nous sommes sur le perron du Musée national ici à Yaoundé au Cameroun et il se déroule dans cette enceinte le Salon international du livre. Nous avons profité de cette occasion pour vous dérouler ici le menu de cette édition du magazine Carrière qui, vous l'avez compris, s'achève. Mesdames, Messieurs, nous espérons vous avoir inspiré travail, courage et persévérance en vue du succès dans toutes vos carrières respectives. Vous pouvez revoir cette émission sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.